Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'animer cette première table ronde de l'événement Aux Arbres, organisé par la Fondation Maison du Monde, avec une thématique effectivement qui est chère effectivement à notre territoire, qui est celle effectivement du rôle des entreprises dans le domaine de la biodiversité, un rôle en fait qui se manifeste en particulier à travers la possibilité de tracer les produits qui sont vendus sur toute la chaîne d'approvisionnement et qui sont en lien aussi évidemment avec la communication vers les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles et qui ont envie pour un nombre croissant effectivement d'exprimer leurs valeurs à travers leurs achats. Et donc on a la chance d'avoir une table ronde en fait avec des acteurs qui agissent au quotidien, des actrices, parce que pour une fois, effectivement, c'est plutôt les femmes qui sont en majorité dans cette table ronde, donc ça me fait aussi plaisir, évidemment. Donc à mes côtés, effectivement, il y a Irina Coupé. Vous êtes responsable, chef de projet approvisionnement à Maison du Monde, approvisionnement durable, justement, en fait, pour mener des actions en fait, au sein de l'entreprise au quotidien. À côté, effectivement, il y a Grégoire Jacob, en fait, de The Forest Trust, qui est une ONG, en fait. Vous travaillez justement pour accompagner, travailler avec les entreprises pour avoir des exigences très importantes en termes de traçabilité. On verra que vous travaillez pas uniquement avec les certifications, vous êtes aussi sur des démarches encore plus innovantes. À vos côtés, il y a Laure Grégoire de l'Alliance pour une huile de palme durable. Donc vous représentez plusieurs entreprises du secteur agroalimentaire surtout, mais pas uniquement, pour justement essayer de mobiliser les acteurs afin d'avoir effectivement un impact positif sur l'environnement. Donc vous travaillez beaucoup sur l'huile de palme, mais pas uniquement. Vous élargissez aussi à d'autres thématiques, donc ça nous semble important aussi. Et enfin, on a Laurence Payou et Virginie Bodino du groupe ERAM, donc aussi notre grande entreprise familiale du coup de notre territoire, très engagée aussi sur des questions de RSE, développement durable. Donc vous travaillez effectivement sur la traçabilité du cuir, du textile, effectivement aussi avec les différentes parties prenantes, seules et avec des tierces parties qui contrôlent aussi cette traçabilité. Donc ça va nous permettre effectivement d'avoir des points de vue complémentaires, assez convergents en fait, je dirais en fait, sur les objectifs qui se fixent chacun de vous. Et je vais commencer tout de suite avec Irina effectivement. Donc Irina, donc chef d'approvisionnement durable à Maison du Monde. Qu'est-ce que ça revêt effectivement comme fonction en fait? Qu'est-ce que fait une chef de projet approvisionnement durable? En quoi consiste votre travail? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les actions que vous mettez en œuvre? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis notamment en charge de notre politique d'achat bois, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan d'engagement volontaire de faire progresser notre offre de produits responsables. Voilà. Donc, si on parle un peu plus sur notre politique d'achat bois, je dirais que notre approche est plutôt graduelle, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord vérifier la légalité de l'ensemble des matériaux bois qui rentrent dans la composition de nos produits. Et pour cela, nous avons une personne à temps plein qui collecte les informations sur les origines du bois, mais aussi des documents de légalité qui nous prouvent la coupe légale de ces bois, de nos bois, tout simplement. Et puis, avec les fournisseurs stratégiques, on va aller plus loin et on va les accompagner vers un sourcing plus responsable, vers un sourcing qui a moins d'impact sur l'environnement. Donc des fois, on va opter pour du bois recyclé et des fois, on va aller vers la certification parce que pour nous, aujourd'hui, ça reste le meilleur moyen pour garantir la gestion durable de la ressource. Vous travaillez avec les fournisseurs. Comment ça se passe avec les fournisseurs en fait? J'imagine que tous ne sont pas forcément spontanément engagés dans une démarche de développement durable RSE. Comment vous faites pour les embarquer, leur expliquer et aussi les accompagner? Parce que comme vous avez dit, effectivement, vous n'avez pas juste une démarche où vous allez externaliser finalement la responsabilité à d'autres sans les accompagner. Vous essayez aussi de travailler vraiment en partenariat. Oui, effectivement, je dirais que c'est un travail de longue haleine. C'est très important de faire comprendre aux fournisseurs tous les enjeux qu'il y a autour du bois, de les sensibiliser
et de les faire embarquer dans notre démarche de sourcing responsable. Effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps aussi parce que la certification a ses limites, a ses contraintes. Donc je parle notamment du coût supplémentaire des produits. Ce n'est pas un secret pour personne. Donc c'est pas toujours évident, mais on progresse, on fait de notre mieux. Mais on travaille aussi avec des ONG, avec des partenaires qui nous accompagnent dans la mise en place des systèmes complémentaires, que ce soit sur la légalité, sur la vérification de la légalité, le respect des cahiers des charges de la certification FSC ou PEFC chez nos fournisseurs, ou sur la traçabilité avec nos fournisseurs indiens, par exemple, où là, on travaille sur le terrain. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une contrainte réglementaire qui est venue uniquement vers vous. C'est vous, en fait, qui avez pris effectivement ce dossier en fait, un peu à bras-le-corps pour dire effectivement, il faut qu'on anticipe parce que peut-être aussi les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces questions-là et que même si effectivement c'est beaucoup de travail, c'est peut-être parfois un surcoût à premier abord, vous faites quand même cet investissement. Alors, je dirais que c'est un tout. Chez nous, chez Maisons du Monde, nous avons la chance d'être fondés par une personne très engagée. Donc toute cette démarche a été entreprise bien avant que le contexte réglementaire se resserre, je dirais. Mais effectivement, le fait que les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants, qu'ils demandent de plus en plus les origines de leurs produits, ce qui est normal, ne fait que renforcer cette démarche qui est entamée depuis plusieurs années. Je vais passer à Laurence et Virginie, en fait, parce que vous êtes dans un secteur très différent, le textile, les chaussures, les groupes ERAM, effectivement, on connaît, mais finalement, vous avez une approche assez similaire, effectivement, où là aussi, vous commencez à vous interroger sur l'origine des matières premières que vous utilisez, et vous essayez d'avoir aussi cette même traçabilité et ce même travail avec les fournisseurs. Alors c'est vrai que nous, on a eu une première approche qui était une approche déjà de connaître nos fournisseurs et nos fabricants. C'était la première étape avant de pouvoir démarrer la traçabilité des matières premières. Donc ça a été un travail qui a été structuré dans le temps, avec également de façon progressive, puisqu'effectivement ça nécessite d'avoir une stratégie, de partager cette stratégie avec nos fournisseurs, de l'expliquer en interne comme en externe, de s'appuyer sur des expertises et de faire monter en compétences et en connaissances donc l'ensemble de nos fournisseurs et de nos partenaires. De la même façon que vous, on a aussi avec nos partenaires des relations plus particulières sur lesquelles effectivement on a de toute façon l'objectif de les faire progresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille avec nos fournisseurs et nos fabricants, on va plutôt parler de partenaires. On ne va pas non plus simplement faire appel à une tierce partie qui va donc réaliser un audit et une image à une date donnée. On va surtout les accompagner à progresser dans le temps, puisque le bénéfice finalement est un bénéfice pour nos propres sociétés, pour nos différentes enseignes, mais un bénéfice également pour le fabricant lui-même. Vous voulez ajouter quelque chose, Laurence ? Oui, alors nous, en fait, c'est vrai qu'on ne vend pas tout à fait les mêmes produits, mais dans la démarche, c'est exactement la même chose. C'est une volonté de répondre à une demande des consommateurs, une volonté de notre direction au départ, qui est une entreprise familiale. Donc c'est vrai que dans les entreprises familiales, au départ, peut-être que le souci de son environnement, au sens pas que nature, mais environnement sous toutes ses formes, on va dire que ça fait partie de l'ADN. Donc il y a une volonté forte de la direction au départ, les consommateurs qui demandent, et une conviction que pour durer et exister et rester dans l'écosystème tel qu'il évolue, on est obligé d'améliorer les conditions de fabrication de nos produits et assurer une plus grande transparence dans la manière dont nos produits sont conçus du tout début jusqu'à la fin. Après, il y a tout un tas d'étapes à franchir pour y arriver. Et comme Maison du Monde, il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup de compétences à acquérir, du temps à passer, de l'ajustement sur le prix des produits. Enfin voilà, on est exactement dans les mêmes problématiques, avec en plus la particularité chez nous d'avoir plusieurs marques,
Donc certaines sont très bien avancées comme Gémeaux, d'autres un peu moins et sont en train de profiter de l'expertise qui a été mise en place chez Gémeaux pour à leur tour progresser. Mais bon, l'union fait la force, donc on va y arriver, on est convaincus, mais bon voilà, c'est particulier. Donc, on peut aussi dire du coup qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. En fait, finalement, c'est des choses, comme vous l'avez très bien expliqué, que vous ne faisiez pas forcément il y a 20 ans. Donc, il y a un changement aussi. Comment, en fait, ça se traduit en termes de nouvelles compétences, nouveaux métiers, effectivement Est-ce que vous direz, en fait, il y a vraiment un métier, vous êtes effectivement en charge de la technique, de la qualité, mais aussi compliance. C'est peut-être quelque chose aussi qui est nouveau? Oui, c'est effectivement des fonctions qui émergent aujourd'hui avec la vraie volonté, avec la création effectivement de fonctions comme celle-ci, d'avoir une véritable expertise. Des expertises, c'est vrai qu'on en parle souvent avec Laurence, c'est des métiers très pointus qui demandent de connaître à la fois les réglementations en France, mais pas simplement, de les connaître aussi dans les différents pays de production. Et également d'être capable de comprendre que chaque pays a aussi ses propres problématiques et qu'on ne peut pas forcément systématiquement avoir les mêmes décisions sur un même pays. On doit tenir compte en fait de différentes problématiques qui peuvent se poser et adapter nos plans d'action en fonction effectivement des problématiques du pays. On avait pour exemple sur le Bangladesh, que tout le monde connaît bien, des problématiques de bâtiments, sécurité bâtiments, parce qu'effectivement, ils n'ont pas toujours été construits de façon stable. On a empilé les étages. Donc là, ça demande des experts qui soient capables de vérifier que le bâtiment est capable de tenir avec un certain poids. Il y avait une autre problématique, par exemple, sur le Bangladesh, qui est également la partie incendie. Et là, sur cette partie-là, on a mis en place ou travaillé avec directement, on a pris le parti de travailler directement avec les pompiers du Bangladesh et de mettre en place un partenariat avec eux. Donc c'est la première fois que ce partenariat et ce type on va dire, d'échange a été établi. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on n'est pas des donneurs de leçons, ils savent plein de choses et ils peuvent aussi, à travers leur propre expertise technique, montrer et accompagner leur propre pays à progresser. Et donc là, clairement, sur cette partie-là, ils nous ont appris à éteindre des feux et nous, on les a formés à faire de l'audit. Oui, c'est très intéressant, effectivement, cette volonté de s'associer à d'autres. Laure Grégoire, justement, les entreprises, peut-être parfois, ont du mal, effectivement, à faire face à cette complexité seule, d'où l'idée, effectivement, de s'associer à un moment donné et de créer peut-être des alliances entre des entreprises pour peut-être mieux comprendre le contexte, avoir des actions aussi un peu plus ambitieuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans votre alliance? Oui, alors c'est l'idée de l'Alliance pour l'huile de palme durable. Donc on réunit des entreprises du secteur agroalimentaire et cosmétique qui font déjà l'effort au sein de leur politique d'approvisionnement de s'approvisionner en huile de palme issue de la filière durable à 100%. Mais pour aller au-delà de l'entreprise, de l'engagement individuel de l'entreprise, elles se sont fédérées. Donc on compte une dizaine d'entreprises au sein de l'Alliance pour faire pression plus fortement, puisqu'on est plus nombreux, auprès des acteurs de nos chaînes d'approvisionnement, donc les raffineurs, les planteurs. Ça peut concerner aussi les pays producteurs. Et pour leur demander de durcir, enfin, de porter nos exigences pour que la filière durable soit encore plus dure, on va dire. Donc finalement, c'est un peu contre-intuitif en fait, parce que souvent, quand on parle effectivement de lobbying, en fait, on va plutôt penser que les entreprises vont demander aux États d'avoir des réglementations moins strictes. Vous, les actions que vous menez dans vos entreprises et ce que vous faites aussi au niveau de votre alliance, c'est un peu le contraire en fait. Vous demandez justement à ce qu'effectivement il y ait un contrôle plus strict, peut-être effectivement pour faire avancer les enjeux environnementaux et avoir effectivement un outil très concret aussi pour lutter contre la déforestation. Oui, exactement. Les critères qu'on porte généralement dans
dans nos opérations, ou les travaux qu'on effectue, ça va être par exemple de demander à ce qu'il y ait une plus grande protection des forêts, qui est le respect des droits des travailleurs, que l'habitat, les espaces naturels des animaux soient mieux préservés. Donc c'est tout un tas de critères qu'on porte auprès de nos raffineurs, nos producteurs, auprès desquels on s'approvisionne, les pays producteurs, et puis également les organismes de certification. Dans la filière de l'huile de palme, c'est l'organisme, c'est l'ARSPO. Il y en a d'autres, mais l'ARSPO est celui qui est le plus légitime et le plus important. Donc on fait aussi pression sur l'ARSPO. On participe à un groupe de réflexion, un groupe de travail pour faire évoluer ces principes et critères. Donc c'est un travail en cours et c'est tout un tas d'exigences qu'on porte actuellement. Grégoire Jacob, en fait, vous êtes une ONG, en fait, The Forest Trust. Donc, vous travaillez notamment avec Maisons du Monde, notamment effectivement sur l'Inde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement pourquoi vous, comme ONG, vous avez fait le pari effectivement de travailler avec le monde économique, où là aussi, en fait, on pourra se dire, ces deux acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Vous avez fait ce choix effectivement de travailler avec les entreprises et notamment Maisons du Monde. Alors, en effet, pour nous, ce qui est important, c'est de travailler avec les entreprises parce qu'on part du principe que les entreprises ont un vrai pouvoir d'innovation. Elles ont la capacité de faire changer les choses sur le terrain. Elles sont souvent plus agiles que les pouvoirs publics. Ça peut être complémentaire, bien évidemment, mais souvent, elles vont être pionnières. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est quand on va travailler avec des entreprises, c'est de travailler avec des entreprises qui ont des valeurs fortes, qui vont s'engager et qui n'ont pas peur, on va dire, d'affronter les sujets qui peuvent être délicats parfois parce qu'on parle de déforestation, on parle de biodiversité, on parle de respect des populations. Et c'est vrai que ça peut être compliqué parfois pour les entreprises d'être confrontées à ce type de problème. Et ce qui est intéressant avec la Société Maisons du Monde, c'est que justement, ils n'ont pas eu cette appréhension de se dire, par exemple, en Inde, il n'y a pas de certification. Est-ce qu'on se retire du pays parce qu'il n'y a pas de certification ou est-ce qu'on trouve des solutions innovantes? Et donc, on a mis en place ensemble des solutions innovantes qui permettent justement d'apporter des garanties à la fois pour Maisons du Monde en termes de sourcing et aussi pour les consommateurs de Maisons du Monde qui vont avoir sur les produits un QR code. Et avec ce QR code, en fait, ils vont le flasher et donc ils vont pouvoir découvrir l'histoire complète du produit à chaque commande et par produit. Donc ça a permis, grâce justement à ce type d'échange, de collaboration et de difficultés qu'on rencontrait, de mettre en place des systèmes innovants qui permettent après de porter toute la filière et de mettre en place des standards beaucoup plus élevés, ce système de QR code justement et ces garanties qu'on apporte aux consommateurs. Finalement, vous allez même au-delà en fait, de ce que font les certifications avec cette innovation. Irina, vous pouvez nous dire en fait, un petit peu ce QR code. J'imagine que ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais ça donne une garantie effectivement supplémentaire aux consommateurs. Allô. Oui, effectivement, je dirais que la certification a ses limites, aussi bien sur le plan de la robustesse, mais aussi sur le plan de la disponibilité. C'est le cas notamment de nos bois indiens avec lesquels on fabrique la majorité de nos produits. Je parle du manguier, du chicham. Donc ces bois n'existent pas en certifié. Et c'est là où nous avons fait appel au TFT pour mettre en place un système un peu sur mesure qui nous permet à la fois de garantir la traçabilité de nos ressources, mais aussi de raconter une belle histoire aux consommateurs. Et donc juste pour vous expliquer comment ça marche, on est sur un système un peu classique, c'est-à-dire qu'on va demander au fournisseur de bien séparer les flux, on va lui demander de bien tenir des registres pour s'assurer de la légalité, de la traçabilité de la ressource. Donc on va d'abord le faire chez notre fournisseur direct, puis on va remonter chez son fournisseur à lui, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la chaîne soit certifiée, soit tracée. Une fois que c'est fait, le fournisseur va pouvoir apposer ce fameux QR code sur son produit. Et si aujourd'hui on se permet de parler, de vendre cette garantie à 100%, c'est parce qu'effectivement chaque commande et chaque produit sont audités par TFT avant l'expédition.
Et quand vous dites non, c'était absolument pas facile à mettre en place. Quand on intègre un nouveau fournisseur dans ce programme, cela nous prend entre 1 an et 2 ans avant de sortir un premier produit tracé. Je vous laisse imaginer le travail que ça représente, le travail qui consiste avant tout en faire comprendre les enjeux aux fournisseurs. Et c'est ça qui est plus dur. Mais une fois que c'est fait, on peut voir de très belles choses. Je pense notamment à quelques fournisseurs qui ont commencé à planter des arbres à leur propre initiative. Et voilà, et ça, c'est la meilleure récompense qui soit. Oui, donc on est vraiment très très loin des relations court terme, mais aussi en fait des objectifs de rentabilité financière à court terme, en fait, parce que là, clairement, vous êtes dans une stratégie long terme. C'est aussi effectivement quelque chose qui caractérise en fait le groupe ERAM. En fait, vous avez évoqué aussi le fait que ce soit une entreprise familiale. Peut-être que c'est plus facile parce que vous n'êtes pas obligé de démontrer tous les 3 mois effectivement votre taux de rentabilité, même si vous avez certainement des objectifs quand même. Effectivement, une entreprise a la caractéristique de toujours voir long terme. Je vous rassure, comme dans n'importe quelle entreprise à peu près bien gérée, on a aussi des objectifs plus court terme. Ce serait mentir que de dire le contraire. Après, c'est vrai que dans l'ADN, encore une fois, mais ce n'est pas spécifique aux entreprises familiales, on a la volonté de construire des partenariats avec nos fournisseurs parce que c'est la seule manière, de toute façon, d'arriver à avancer sur des sujets comme cela. Le temps, quand on passe 1 à 2 ans à construire une démarche avec un fournisseur, c'est pas pour le virer la 3e année. Enfin, je dis les choses franchement. Donc, on construit quelque chose. C'est pas de la rationalisation, c'est de la construction d'un parc fiable sur lequel on peut s'appuyer pour avoir une démarche globale cohérente. Voilà. Et tout le monde grandit ensemble et sur du long terme, oui, effectivement, c'est le but. J'imagine que c'est aussi un facteur d'innovation, en fait, parce que c'est aussi dans la confiance qu'on va pouvoir développer des nouvelles matières. Tout à fait. C'est tout à fait les partenariats aujourd'hui que nous construisons avec nos fournisseurs. C'est effectivement la première étape, c'est de les faire monter en compétences. Et le fait, effectivement, d'avoir un partenariat fort, clairement, ça les apporte à avoir beaucoup plus de transparence avec nous et nous apporter de l'innovation, que ce soit sur leurs pratiques de fabrication, sur leur façon de calculer leur prix, sur leur aussi filière d'approvisionnement des matières. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on construit. Et là, on est complètement d'accord avec vous. Ça met du temps parce que la confiance, c'est pas quelque chose qui se déclare, c'est quelque chose qui se gagne. Et c'est de part et d'autre. Par contre, c'est extrêmement intéressant et valorisant, à la fois pour les équipes en local, à la fois pour notre groupe qui a toutes ces valeurs familiales, de pouvoir construire et porter ce message auprès de nos fournisseurs et de nos collaborateurs. Oui, ça donne du sens. Est-ce que vous avez une idée, même si c'est peut-être aussi confidentiel, effectivement, sur les consommateurs, notamment les fameux QR codes effectivement, que vous avez créés? Est-ce que c'est utilisé? Est-ce qu'il y a des consommateurs qui viennent dans le magasin, effectivement, après, flashent le code pour se renseigner justement sur l'origine des produits? Alors, je dirais que les chiffres sont bons. Après, ça n'a jamais été le but premier de ce projet. Nous l'avons fait surtout pour assurer le sourcing plus responsable et puis apporter notre petite pierre à l'édifice de la préservation des forêts. Oui, je voulais ajouter, sans dévoiler des chiffres internes plus à Maison du Monde, justement avant, j'ai regardé le taux de connaissance un petit peu des certifications, mais une connaissance fine, c'est-à-dire des fois on voit un logo, on l'a déjà vu, mais après c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo, qu'est-ce qu'il y a derrière cette certification. Donc c'est assez dur de trouver des données, mais j'ai trouvé aux États-Unis, apparemment, il y a 10% des consommateurs qui comprennent le logo commerce équitable et qui savent expliquer ce qu'il y a derrière. Et là, par rapport à ce système de QR code, on est à des taux d'utilisation bien au-delà. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que quand les gens justement vont flasher ce QR code, vont lire l'histoire, il reste à peu près 3 minutes à lire quand même toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Et on est bien au-delà de ces 10%. Donc c'est intéressant parce qu'on amène une vraie information au consommateur, on le rassure et on lui explique la réalité du produit qu'il vient d'acheter. Est-ce que vous, si le groupe ERAM, vous avez une idée des consommateurs, effectivement, est-ce que dans les magasins, il y a des questions en fait sur l'origine effectivement
textile, du cuir, ou est-ce que ça reste finalement quelques experts en fait qui vous interrogent là-dessus? Non, non, clairement, on a des clients qui très régulièrement en magasin ou sur le site internet, parce que c'est une bonne façon et facile de poser des questions. Non, non, la question est récurrente et revient alors de plus en plus, pas dans les derniers temps, mais depuis quelques années maintenant. Donc c'est un sujet auquel on doit répondre en toute transparence. Donc nous concernant, il ne s'agit pas de faire croire que tous nos produits sont fabriqués en France ou en Europe, mais on explique bien où ils sont fabriqués, on répond. Après, nous, on aimerait pouvoir avoir ce genre d'innovation aussi, hein. Mais on travaille, on évolue sur des process innovation qui intègrent la donnée durable, on réfléchit sur des matières différentes, enfin voilà. Mais sur l'origine, oui, c'est une préoccupation des consommateurs. Quand on dit le consommateur ne veut que du prix, bien sûr qu'il veut du prix, ça, c'est un fait, mais pas que. Pas que, et je suis convaincue qu'au fil des générations, ça sera de plus en plus un prix et un sens, et qu'est-ce qu'il y a derrière le produit que j'achète. Voilà. Laure Grégoire, en fait, l'huile de palme aussi, c'était effectivement quelque chose qui a été beaucoup traité par les médias. Donc j'imagine que là aussi, les consommateurs, ils ont joué un très grand rôle dans l'émergence, le développement effectivement de votre alliance. Et comment vous voyez en fait ce rôle des consommateurs de chacun de nous finalement aussi? Ouais, la pression des consommateurs, elle a orienté les industriels et distributeurs à soit sortir l'huile de palme de leurs produits, ce qui s'est majoritairement passé, et donc la remplacer par du beurre, de l'huile de coco, des huiles hydrogénées, ou alors, en tout cas pour ce qui concerne mes membres, de pousser au travers de notre alliance pour développer cette filière durable de l'huile de palme. D'accord. Et est-ce que du coup aussi, vous êtes un peu dans l'anticipation, en fait, les consommateurs? Est-ce que vous essayez de voir aussi, est-ce qu'ils peuvent attendre demain et peut-être effectivement élargir aussi vos champs ou... Alors, oui, il me semble qu'on a réussi quand même à faire émerger l'existence auprès de l'opinion publique qu'il existe une filière durable de l'huile de palme. Elle représente à l'heure actuelle 25% du marché mondial de production. Donc il faut absolument qu'on la tire vers le haut et qu'on transforme l'ensemble du marché de l'huile de palme en faveur de la durabilité. Après, ce dont on se rend compte aussi à force de discussions avec les ONG, avec des scientifiques, c'est que l'approche par filière qu'on a adoptée jusqu'à présent, donc travailler sur la filière huile de palme, ne va pas assez vite, ne porte pas ses fruits, et en attendant, la déforestation continue. Donc on est en train de s'élargir aux autres matières premières qui ont un impact sur la déforestation. Donc par exemple le soja, par exemple le caoutchouc, par exemple l'élevage, et qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autres? Il y en a un certain nombre. Le cacao évidemment, pour ce qui concerne les forêts du bassin du Congo, le café. Donc on a créé l'Alliance pour la préservation des forêts avec l'ambition donc de réunir d'autres membres, entreprises, distributeurs, industriels qui font tous face à cet enjeu de la déforestation, qui essayent toutes d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement. Et donc l'idée c'est qu'en se regroupant, on va réussir à exercer une plus grosse pression sur nos chaînes. Alors, on a autour de nous, effectivement, des représentants d'entreprises. En fait, j'imagine qu'il y a un certain nombre parmi eux, et on va leur passer tout à l'heure la parole et leur donner la possibilité de nous poser des questions, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui s'interrogent pour dire, est-ce que je dois me lancer dans une telle démarche, effectivement, de traçabilité, d'avancer, finalement, les réglementations, de travailler avec les ONG? Vous avez expliqué que c'était du long terme, ce n'est pas toujours simple. Mais qu'est-ce que vous leur direz en fait pour dire allez-y en fait, n'attendez plus en fait parce qu'il y a une certaine urgence, c'est assez long. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y. Alors nous, notre façon justement de travailler avec les entreprises, le point d'entrée, c'est de dire on veut travailler avec vous sur vos politiques et sur vos valeurs.
En fait, c'est important de commencer là, parce que qu'est-ce qu'il y a réellement dans l'ADN de l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle veut mettre dans ses produits? Et une fois qu'elle a travaillé, qu'elle a fait ce travail de réflexion, avec ça peut être différentes équipes, les comités de direction, les acheteurs, les départements RSE, c'est d'établir une politique et à partir de là, engager un travail de transparence, de traçabilité pour savoir ce qu'il y a réellement dans les produits, d'où viennent les matières premières dans les produits, que ce soit de l'huile de palme, que ce soit du bois, que ce soit du coton, que ce soit du soja, cacao, café. Et une fois qu'on a cette véritable visibilité et transparence, là, on peut transformer les choses. Et pour nous, c'est dire aux entreprises, allez-y, n'ayez pas peur. C'est sûr que parfois, les sujets peuvent être complexes. Parfois, vous ne pourrez peut-être pas être à la hauteur de tous les enjeux. Mais en tout cas, ayez une bonne connaissance de vos chaînes d'approvisionnement. Il faut que vous puissiez savoir d'où viennent vos matières premières. Et à partir de là, vous aurez une vraie action de transformation. Irina? Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'à partir du 1er janvier, c'est devenu obligatoire avec l'entrée en vigueur du devoir de vigilance. Donc maintenant, toutes les entreprises de plus de 5000 salariés sont dans l'obligation de connaître leur chaîne d'approvisionnement et de maîtriser les risques liés à leurs matières premières, liés à leurs fournisseurs, tout simplement. C'est pour ça que c'est important d'y aller. C'est important pour votre engagement personnel, mais c'est aussi réglementaire. Voilà. Oui, mais au moins pour les plus grandes entreprises. Il ne faut pas avoir peur. C'est difficile pour tout le monde. Le plus important, c'est que votre démarche soit sincère. Merci. Laurence? Oui, je voulais compléter. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a le socle qui est les valeurs. Après, oui, il y a le réglementaire. Mais ce qu'on pourrait penser, c'est que oh là là, c'est pas la peine, je serai pas parfait, ou ça va coûter un max, j'en ai pas les moyens. Alors, face à ces deux affirmations, les deux sont fausses d'une certaine manière. Parce que l'idée n'est pas d'être parfait, mais d'être dans une démarche. Le devoir de vigilance, c'est avant tout une démarche. C'est pas d'être parfait d'un bout à l'autre. C'est de chercher à faire mieux. Voilà, tout simplement. Donc déjà ça. Et dans ce cadre-là, il est possible de faire un certain nombre de choses de bon sens, de transformation des manières de faire, qui ne coûtent pas énormément d'argent dans les premières étapes et qui permet déjà de donner du sens, d'être aligné par rapport à ces valeurs, parce qu'aujourd'hui, on fait tous dans les entreprises ce travail de valeurs pour les collaborateurs, pour nos clients. Eh bien, cette démarche-là, pour moi, s'inscrit dans ces valeurs-là. Et si on veut être aligné d'un bout à l'autre, on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà. Oui, et je vous remercie aussi pour votre franchise parce que c'est assez innovant aussi de témoigner en fait publiquement en fait sur ce type de démarche. En fait, beaucoup d'entreprises que je croise aussi me disent je n'ai pas trop envie d'en parler parce que justement je ne suis pas encore parfaite, je suis plus dans une démarche. Mais je trouve qu'effectivement vous avez aussi cette responsabilité en tant qu'acteur économique ou ONG, effectivement de dire ce que vous faites déjà, sans survendre, sans faire du greenwashing évidemment, mais de dire effectivement c'est possible de commencer, c'est possible d'avancer parce que encore une fois l'urgence environnementale est telle qu'on ne peut pas attendre jusqu'à ce qu'on aura trouvé les solutions parfaites. C'est aussi en commençant et en convainquant en fait les autres qu'il faut commencer à agir. C'est participer plutôt que subir quelque chose qui de toute façon arrivera. Voilà. Donc sur le devoir de vigilance, c'est ça. C'est en ayant pensé un petit peu à répondre aux attentes des collaborateurs, des clients, on commence à travailler le sujet avant. Puis la loi, elle est là, oui, il faut l'appliquer. Alors je suis juriste, donc oui, voilà. Mais c'est pas que ça. Voilà, faut y voir une opportunité et c'est une opportunité de faire mieux pour tout le monde. Voilà. C'est aussi ce que vous voyez dans les entreprises qui ont rejoint votre alliance. C'est aussi parmi des arguments cette volonté de ne pas subir, mais d'anticiper peut-être. Moi, ce que je dirais, c'est que les engagements des entreprises, c'est très bien, c'est la première étape. Après, il faut la jouer collective pour vraiment peser et transformer le marché. Et voilà, donc au travers de collectifs, de l'Alliance telle que la préservation des forêts. Alors, il nous reste quelques minutes. En fait, je vais peut-être proposer aux participants de la salle en fait, de nous poser des questions, aux intervenants, parce qu'on est là aussi effectivement pour échanger. J'imagine qu'il y a des interrogations qui ont été soulevées. Il y a une première question par le président. Je vais passer là.
Oui, bonjour Gilles Petit, Maison du Monde. D'abord, un grand merci pour votre table ronde, c'est passionnant, franchement. Merci pour votre disponibilité et vos présentations très sincères. C'est passionnant. J'ai une question en tant qu'acteur en fait, de la filière, et j'allais dire même en tant que consommateur, on a parfois l'impression de gouttes d'eau dans la mer. Vous voyez ce que je veux dire? L'impression effectivement que de toute façon c'est tellement compliqué d'avancer, c'est tellement petit à notre échelle que est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? J'avais une question plutôt pour Laure et pour Grégoire. Vous, votre sentiment par rapport à ça? Laure, vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'aujourd'hui on serait quand même à 25% d'huile de palme durable, ce qui est pas négligeable. Et donc, je voulais vous demander en combien de temps on a été capable de faire ça et comment vous voyez un peu la perspective à 10 ans, à 20 ans dans cet esprit-là, même si vous avez dit qu'il fallait élargir. Et j'ai la même question pour Grégoire. Enfin, à quelle vitesse on a été capable d'évoluer et comment vous voyez un peu l'aspect prospectif dans le futur? Et juste une remarque pour terminer avant de vous passer la parole. Vous avez dit une chose qui, à mon avis, est très très importante et Irina l'a très bien souligné, c'est qu'on ne fait pas ça uniquement voilà, pour faire du greenwashing aussi, comme l'a dit André, mais on le fait parce que c'est important et on le fait aussi, et ça c'est très important pour nos entreprises, et là ça se rejoint, parce que nos clients en ont besoin. Donc voilà, je dis juste cette remarque. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne la filière durable de l'huile de palme, on peut prendre pour point de départ la création de la certification RSPO en 2004 par un ensemble d'acteurs dont le WWF, les pays producteurs et des industriels tels qu'Unilever qui est également membre de notre alliance. Voilà, donc on peut la dater à 2004, sachant que depuis d'autres initiatives se sont développées qui vont au-delà de la RSPO et qu'on intègre dans ce qu'on considère être la filière durable. Et du coup, je pense aussi à ce que fait TFT, qui accompagne également beaucoup de nos membres, comme une grande partie, Nestlé, Ferrero. Voilà, donc on peut dire que la filière durable a démarré en 2004. Elle représente 25% du marché. Cette filière durable approvisionne à 80% l'Europe. Les plus gros acheteurs, pour vous donner quelques éléments de contexte, les plus gros acheteurs d'huile de palme, c'est d'abord la Chine et l'Indonésie, et eux ne s'approvisionnent pas en huile de palme durable. Donc c'est vraiment l'Europe qui porte cette filière durable de l'huile de palme. Et donc il faut absolument que ce soit l'Europe. Au niveau de la France, on ne changera pas grand-chose. Si on légifère pour interdire l'huile de palme, il ne se passera rien. Par contre, au niveau européen, on est un plus gros acteur, et là, on peut essayer de transformer le marché. On espère. Mais alors, je ne peux pas vous dire sous combien de temps. Et en espérant que cette approche multifilière de s'ouvrir aux autres matières premières, parce qu'évidemment, les plantations d'huile de palme jouxtent les plantations de caoutchouc, et ce sont parfois les mêmes opérateurs. Pareil, en Côte d'Ivoire, vous avez les plantations de cacao à côté des plantations d'huile de palme. Donc, et c'est administré aussi par les mêmes raffineurs, planteurs. Et donc, il faut adopter cette approche multifilière pour essayer de les faire plier. Alors, de manière prospective, c'est vrai que c'est difficile de dire en combien de temps on va y arriver. En tout cas, il y a urgence, c'est clair. Quelles que soient les matières premières, il y a urgence à prendre des engagements. Et c'est pour ça que nous, vraiment, on travaille avec les entreprises, parce que c'est elles qui vont avoir ce levier et qui vont pouvoir innover, comme Maison du Monde l'a fait en Inde, comme des entreprises peuvent le faire sur l'huile de palme. Et ce qui est intéressant, souvent, c'est des grosses entreprises, des multinationales, elles sont sur tous les marchés. Et là où elles peuvent être innovantes, c'est que les marchés européens qui sont peut-être un petit peu plus matures, le consommateur européen va être sensible à une responsabilisation des produits. Nous, on pousse les entreprises à dire qu'il n'y a pas que pour le consommateur européen qu'il faut que votre matière première soit responsable. Il faut qu'elle le soit sur tous les marchés, que ce soit sur le marché chinois, sur le marché indien, sur le marché indonésien, sur le marché pakistanais, là où il y a de plus en plus de consommateurs. Et c'est pour ça que c'est important d'embarquer un maximum de personnes, un maximum d'acteurs sur ces changements, parce qu'ils sont nécessaires, ils sont urgents. Et avec les entreprises, on va pouvoir, j'espère, aller assez vite justement vers ce type de transformation. Merci. D'autres questions en fait dans le public? Oui, monsieur devant.
Oui, bonjour, Aurélien Sautière d'FSC France. Non, je voulais simplement compléter ce que vous disiez sur l'huile de palme, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la certification, c'est des outils. On a l'outil FSC qui est peut-être imparfait sur certains points, et que ça peut être complété par le travail comme fait TFT, qui est à mon avis un complément de ces certifications, qui sont quand même le matelas, à mon avis, un peu indispensable. On ne peut pas tout avoir certifié, j'entends qu'en Inde, c'est pas forcément évident. Faut qu'on avance ensemble pour qu'on en ait de plus en plus. Mais effectivement, je crois qu'il y a un travail complémentaire entre les certifications et des organisations comme TFT qui permettent d'assurer aussi des traçabilités où on n'a pas toujours la certification. Voilà, c'était juste ce commentaire. Pas de questions. Bonjour. Oui. J'ai une question particulièrement pour Maisons du Monde et le groupe ERAM. Je voulais savoir si vous aviez réussi à identifier, mesurer l'impact soit sur le prix de vente de ces démarches, soit sur la réduction de vos marges, puisqu'on disait qu'effectivement toutes ces démarches, ça a un certain coût. Ça peut être un frein pour certaines entreprises, mais comme on le dit, il y a aussi des valeurs et une ambition derrière. Donc, est-ce que vous avez pu constater concrètement une hausse des prix ou une réduction de vos marges, même minime? Et ça tire une deuxième petite question. Est-ce que du coup, ça peut vous inciter, pour justifier ces démarches et aller plus loin, à entreprendre peut-être un certain positionnement, une montée en gamme dans ce que vous proposez dans votre proposition de valeur à vos clients? Alors, je vais peut-être commencer. Clairement, oui, la certification a un prix. On a constaté une augmentation de prix d'achat entre 5 et 10%. Bon, ça dépend, ça dépend des matières premières, ça dépend des provenances. Mais le plus gros problème aujourd'hui, c'est que les clients, ils veulent du responsable, mais ils ne sont pas forcément prêts à payer plus pour en avoir. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas forcément augmenter nos prix d'achat. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les absorber dans nos marges. Mais ça fait partie de la démarche, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on progresse. Oui, c'est la même chose pour nous. L'objectif étant effectivement d'être... c'est pas parce qu'un produit est de luxe ou un produit est plus entrée de gamme que tous nos clients n'ont pas la possibilité d'accéder à ces produits qui sont plus sécurisés que d'autres, sur lesquels on a de la traçabilité. Donc effectivement, nous, on a la même démarche que Maisons du Monde, c'est d'être capable aujourd'hui, effectivement, ça coûte cher, mais d'être capable d'intégrer ça dans nos marges et d'avoir peut-être des démarches aussi nous-mêmes en interne sur nos achats différents, d'acheter différemment. Et on voit qu'effectivement, on a des leviers possibles qu'on n'avait pas forcément imaginé jusqu'à présent. Ça crée aussi de l'innovation dans nos propres systèmes d'achat. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Je me suis rapproché du micro parce qu'il avait un peu du mal à venir jusque là-bas. Alors, j'ai une remarque et puis une question. Très intéressant, en tout cas, votre tour de table, votre débat. J'aurais bien aimé que les organismes certificateurs comme vous ou PEFC soient parmi vous, parce qu'on aurait eu pas mal de questions à poser. Voilà. Alors, une question pour vous, madame. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre une huile de palme durable et une huile de palme non durable, en termes de plantation, par exemple, de déforestation? Et je ne soulèverai pas la polémique de l'impact de cette huile de palme sur la santé. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais en tout cas, j'aimerais savoir ce que vous entendez par durabilité dans la filière huile de palme. Merci. Alors, la filière de l'huile de palme durable respecte un certain nombre de critères. Donc, on ne touche pas, dans la filière durable, on ne touche pas aux forêts primaires, on n'assèche pas les tourbières, on ne fait pas de culture sur brûlis. Il y a un certain cahier des charges qui vise à s'assurer que les droits des travailleurs sont respectés. Ceci étant, il y a évidemment des imperfections et c'est vrai que c'est la tendance du moment de critiquer beaucoup les certifications, mais moi je ne représente pas la certification dans l'huile de palme RSPO. Je suis pas, on est indépendant de la RSPO et on fait aussi nos critiques vis-à-vis de la RSPO. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la certification, elle est nécessaire. Si vous voulez, quand vous appelez Nestlé ou Ferrero, qui sont parmi nos membres, en
faites du RSPO, vous faites aussi ce partenariat avec TFT pour avoir une plantation une traçabilité jusqu'à la plantation parfaite et un certain nombre de garanties. Vous avez ensemble avec TFT et Nestlé Ferrero lancé un système pour vérifier par satellite avec Airbus, vérifier qu'il n'y a pas de départ de feu sur la plantation sur laquelle il s'approvisionne. Bon, ça, c'est des systèmes parfaits. Après, quand vous êtes une petite PME ou une PME moyenne et que vous voulez que l'huile de palme que vous mettez dans vos produits elle soit un minimum respectueuse de l'environnement, la solution, c'est RSPO à l'heure actuelle, enfin la certification. Et donc, évidemment, pour ce qui est de la RSPO, elle est imparfaite. Il y a Amnesty International l'a montré il y a 18 mois avec un rapport qui montrait qu'il y avait des abus sur les droits humains dans les plantations certifiées RSPO. Et du coup, c'est toutes les raisons pour lesquelles nous, au niveau de l'Alliance, on a décidé de siéger au sein de la task force en charge de la révision des principes et critères. Donc, c'est un exercice qui se passe tous les 4 ans pour la RSPO. Donc, tous les 4 ans, elle révise ses principes et critères. Et donc, nous, on fait du lobbying pour porter un certain nombre de critères, parmi lesquels on demande la protection des forêts secondaires, c'est-à-dire que sur la base d'un outil qui s'appelle la méthodologie HCS, et je regarde Grégoire parce que HCS a été développé avec le TFT, c'est le TFT, Nestlé et Greenpeace qui ont développé cet outil HCS qui va mesurer la part de forêt qu'il convient de conserver, si vous voulez. Donc il y a les forêts primaires, très bien, que la RSPO conserve, c'est super, sauf que maintenant il en reste quand même plus beaucoup. Et donc avec la méthodologie HCS, on prend en compte une plus large part de la forêt qu'il convient de préserver parce qu'elle est importante en termes de biodiversité et puis sa valeur en carbone. Et voilà, donc l'intégration de la méthodologie HCS. Donc, on essaye d'imposer ça à la RSPO dans ses principes et critères. C'est un processus qui est en cours. Ça fait 1 an qu'on siège à Kuala Lumpur tous les 3 mois dans des réunions. On aura le verdict à l'automne, puisque la nouvelle version des principes et critères de la RSPO sera votée à l'Assemblée générale. Si elle évolue dans le bon sens, tant mieux. Si on reste sur ce qu'est la RSPO à l'heure actuelle, ce sera certainement compliqué, parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui vont vers d'autres alternatives à la certification, et notamment l'accompagnement avec TFT. Pour ce qui est de la filière durable de l'huile de palme, parce que TFT a une grande expertise dans ce domaine-là. Merci. Il nous reste une dernière question et ensuite je vais demander à chacun parmi vous de dire un mot de la fin, mais vraiment très bref, effectivement, pour conclure. Donc, dernière question ici devant. Peut-être que vous pouvez... Ou là. Vous pouvez échanger ensuite d'une façon plus informelle. On aura toute la journée. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors bonjour à tous, Boris Patentregé d'Envolver. Donc merci pour présenter les initiatives en termes de traçabilité et de certification. C'est 2 approches intéressantes pour protéger les forêts. Moi, je voulais poser des questions sur le fait, la contrepartie de l'approche traçabilité et certification, qui est que finalement, des entreprises comme les vôtres qui sont engagées en fait pour mieux protéger les forêts se désengagent des zones à risque où la déforestation continue. On a discuté des fronts de déforestation, de la déforestation qui continue, que ces approches puissent constituer des gouttes d'eau dans l'océan de la déforestation, on va dire. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce que vous mettiez en place pour continuer à protéger sur le terrain les forêts qui restent à protéger, notamment en soutenant des projets d'alternatives à la déforestation, des projets de protection des réserves forestières, etc. Voilà, parce que c'est pour moi une stratégie qu'il ne faut pas oublier quand on est une entreprise. Traçabilité, certification on va dire en baseline, mais également protéger les forêts qui restent à protéger, surtout celles qui sont impactées par le secteur sur lequel on travaille. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous faisiez en termes de protection des forêts dans les zones de vos approvisionnements. Merci. Il y avait une toute dernière question et ensuite je vous demande de répondre et de faire la conclusion en même temps. Merci. Julie Valbaum, Maison du Monde. Virginie, vous parliez tout à l'heure d'innovation dans vos pratiques d'achat pour répondre à des problématiques RSE. J'aurais aimé savoir si vous pourriez nous donner 1 ou 2 exemples d'innovation là-dessus.
Quand je parlais d'innovation dans nos pratiques d'achat, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, on va dire qu'on achetait plutôt un produit. Aujourd'hui, on va commencer plutôt par travailler sur la matière. Donc c'est une nouvelle approche. Je ne sais plus quelle personne demandait effectivement si c'était aussi, si ça avait des impacts sur notre façon de travailler. Oui, puisque notre clé d'entrée aujourd'hui n'est plus la même que celle que nous avions jusqu'à présent. Et on voit très bien, et Maisons du Monde en parle aussi très bien, c'est aujourd'hui cette clé de la matière, c'est celle qu'on doit traiter en priorité. Savoir effectivement comment on va demain établir nos stratégies entre les matières durables, les matières bio, etc. Donc tout ça change le modèle économique. Et Laurence en parlait, ça fait aussi partie des valeurs. Comment en fait demain on va s'inscrire, nous, dans cette, même à notre niveau, dans cette nouvelle stratégie. On va apporter petit à petit en fait notre petite participation. Et je pense que si toutes les sociétés commençaient aussi à travailler de cette façon, on pourrait avancer, mais c'est un collectif, c'est dans le temps, mais c'est quand même aussi une démarche structurante pour les entreprises, et ça, il ne faut pas le négliger. Laurence, alors, les mots de la fin en même temps. Ah, les mots de la fin, d'accord. Ok, alors pour répondre quand même à Boris, que je connais puisqu'on a travaillé avec lui à une certaine époque, sur la préservation des forêts. Alors nous, c'est vrai qu'on ne travaille pas le bois comme Maison du Monde, donc c'est pas nous directement qui allons pouvoir, en ayant un lien avec notre activité première, agir. Je pense que la meilleure manière, là, c'est des initiatives de filières. On se regroupe, donc on participe à différents regroupements d'entreprises, on va dire, qui doivent agir ensemble sur ce terrain-là. Voilà. Nous, on n'est pas localement bien placés pour agir tout seul, nous, groupe ERAM. Voilà. Mais évidemment que c'est un sujet important et qu'il faut l'adresser. Après, le mot de la fin, ce que je veux dire, c'est que, sur tout ce sujet-là, la traçabilité, le devoir de vigilance, tout ça, c'est pas une contrainte. Enfin, c'est une contrainte, bien sûr, mais ça n'est pas que ça. Ça répond à un besoin de nos consommateurs, de nos collaborateurs qui sont consommateurs, et une évolution des mentalités par rapport à notre environnement qu'on a laissé de côté pendant des années. Voilà, notre environnement au sens large. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça sous l'angle contrainte, réglementaire. Si ça n'était que ça, on le ferait, mais pas bien, pas dans le bon sens. Moi, je suis là en tant que je suis directrice juridique, mais je ne suis pas là que pour le réglementaire, sinon je n'aurais pas de place autour de cette table. Mon métier évolue vers des choses aussi plus compliance, éthique. Et là, ça donne du sens. On a l'impression de faire quelque chose qui dépasse l'intérêt de votre propre entreprise et qui va dans l'intérêt de tout le monde. Et on entend beaucoup de discussions, de lobbying aussi, des travaux réglementaires sur l'entreprise au service d'eux. Bon, voilà, on est dans une dynamique qu'il faut alimenter. Et chacun, avec sa petite goutte d'eau, son petit travail, alimente cette démarche globale. Voilà. Merci. On arrive vraiment à la fin, donc je vais vous demander d'être très bref dans vos mots de fin et réponses. Moi, ce sera assez simple, c'est de dire que les engagements des individuels, des entreprises, c'est très bien, mais que maintenant, il faut la jouer collectif et se fédérer pour pouvoir faire basculer le marché et en faveur de la préservation des forêts. Moi, un mot rapide, c'est face à l'urgence. Je pense que chacun a un rôle à jouer, que ce soit des ONG activistes qui nous alertent, des gens sur le terrain, des entreprises. Il y a des solutions innovantes à mettre en place, on le voit. Il y a urgence, mais on peut tous y arriver ensemble, je pense. Merci. Et juste pour répondre à la question de Boris, concernant la préservation des forêts, je voulais juste préciser qu'en parallèle de tout ce travail sur la traçabilité de nos propres matières premières, il y a tout un travail qui est fait par notre fondation, qui a été lancée l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes à 21 projets dans 8 pays. Et si vous avez plus de questions sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir Lisa, qui est au premier rang. Voilà, merci Lisa. Donc, pour avoir plus d'informations sur les projets qu'on soutient dans les pays du Sud. Voilà. Et en mot de la fin, bien sûr, n'hésitez pas, allez-y, il existe des solutions. N'hésitez pas à les mixer, n'hésitez pas à compléter les certifications avec des projets terrain. Et puis, comme ça, on y arrivera tous ensemble, on peut y arriver. Merci.
Un grand merci à vous, participants de cette table ronde, et à vous, le public. Effectivement, je pense qu'on a senti une belle énergie, une belle envie de faire, en fait, de commencer à agir. Certainement, ce n'est pas parfait. Il reste encore beaucoup de choses à innover, effectivement, pour l'avenir. Mais je pense que c'est ça aussi qui est la caractéristique ici, sur notre territoire. Effectivement, cette capacité des différents acteurs de travailler ensemble, acteurs publics, privés, ONG, entreprises, à un moment donné, pour se fédérer, pour commencer, lancer des choses. Et c'est effectivement ça aussi qui fait effectivement l'intérêt de l'événement Aux Arbres lancé par la Fondation Maison du Monde. Je tiens de nouveau à remercier effectivement d'avoir donné cette occasion d'aborder ces sujets vraiment fondamentaux et de montrer qu'une dynamique existe et tout le monde peut la rejoindre. Donc un grand merci, et on aura tout au long des 2 journées d'excellents échanges encore, plein de découvertes. Donc excellente journée et merci à tous.